En 1953, après la mort de Staline et l'arrivée de Khrouchtchev à la tête de l'Union soviétique, la guerre froide prend un autre tournant. États-Unis et URSS abaissent leurs tensions, c'est le début de la coexistence pacifique. Ouais, mais ça veut dire quoi au juste? Eh bien c'est très simple. Au milieu des années 50, l'Union soviétique a encore un retard à rattraper en termes d'armement. T'as un retard à rattraper URSS? Eh ben chut, fallait pas le dire. L'Union soviétique doit rattraper ce retard. Elle a donc tout intérêt à rester calme et à ne pas provoquer les États-Unis. Oui, mais pas que. D'autre part, elle a conscience que le communisme est le meilleur des systèmes et qu'il finira par surpasser le capitalisme tôt ou tard. Ouais, mais c'est vrai après tout. La notion de coexistence pacifique est surtout mise en avant en 1956 lors du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Mais revenons en 1955. Cette année, l'Allemagne de l'Ouest est dotée d'une armée. Tiens Allemagne, tu es une armée maintenant, tu pourras te défendre. Oula, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Militariser l'Allemagne. Tu n'as pas appris des erreurs de la dernière fois? C'est mon Allemagne, j'en fais ce que je veux. Pour contrer cette position, l'URSS décide de créer une grande alliance militaire. C'est le pacte de Varsovie. Amis communistes européens, venez vous aligner avec moi pour cette grande alliance militaire. Entre-temps, les États-Unis avaient créé le pacte de Bagdad. Amis du Moyen-Orient, je vais vous aider militairement pour contrer le communisme. En 1955, l'occupation en Autriche prend fin. L'Autriche devient un pays indépendant et neutre. Me voilà neutre, comme toi la Suisse. Je suis neutre comme toi. L'année suivante, la Hongrie voudra en faire de même. Ouais, moi aussi j'ai envie d'être un pays neutre. Quoi, mais tu te moques de moi Hongrie? Tu sais, c'est pas parce que Staline n'est plus là que je vais te laisser faire ce que tu veux. C'est l'insurrection de Budapest qui a permis la mise en place d'un nouveau gouvernement qui n'aura tenu qu'une dizaine de jours avant que l'Union soviétique n'intervienne. La même année, la crise de Suez a lieu. L'Égypte nationalise le canal de Suez, la France et le Royaume-Uni interviennent. Égypte, c'était une mauvaise idée de nous prendre notre canal. Ouais, qu'on va revenir avec les États-Unis, on va te le faire regretter. Vas-y États-Unis, on va récupérer le canal de Suez. On va lui montrer de quoi on est capable. Eh bien allez-y, mais moi j'ai d'autres choses à faire. Tu viens pas avec nous du coup? Vous êtes drôle. Bon, je vous laisse. C'est ainsi que la France et le Royaume-Uni comprirent qu'ils étaient un petit peu hors jeu dans la guerre froide. Sauf que pendant cette guerre, l'Union soviétique viendra en aide à l'Égypte. Désormais, l'URSS commence à avoir une bonne image auprès des pays arabes. Les États-Unis mettent donc en place la doctrine Eisenhower l'année suivante. Bon, désormais, les pays du Moyen-Orient, si jamais vous avez des problèmes internes qui risqueraient de vous faire devenir communiste, j'interviendrai. Oh, c'est sympa de ta part, ça. En 1958, une crise éclate au Liban. Le Parti communiste tente de prendre le pouvoir. À l'aide États-Unis, mon peuple se soulève. Il n'est pas content que je reste allié aux Occidentaux. Pas d'inquiétude, je vais t'aider Liban. Tout va redevenir comme avant. Mais en même temps, l'Irak, pays membre du pacte de Bagdad, l'alliance pro-américaine, commence à commercer avec l'Union soviétique. Moi je t'aime bien URSS. En plus tu deviens de plus en plus marxiste. Et ça me plaît. Mis à part la militarisation, la guerre froide c'est aussi la course à l'espace qui commence en 1957 lorsque l'URSS envoie le premier satellite, puis le premier animal. Les États-Unis en feront de même qu'à partir de 1958. Cependant, cette coexistence pacifique va vite prendre fin et atteindre la presque guerre chaude avec deux crises à la fin des années 50. La première est la crise de Berlin. En 1958, l'URSS s'indigne de la partition de Berlin. Bon, États-Unis, il y a un morceau de Berlin qui t'appartient, et moi ça m'embête. Trop d'Allemands de l'Allemagne de l'Est vont vers l'Allemagne de l'Ouest. Et tu veux que je te le donne en plus. Non mais je propose d'en faire une ville neutre et libre. Désolé, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas peur de toi. Le 1er janvier 1959, Cuba subit une révolution. Et pouf, me voilà désormais un pays révolutionnaire et anti-américain. Les États-Unis s'en inquiètent, évidemment. Cuba, rassure-moi, tu comptes pas devenir communiste? Moi, non, pas du tout, non. En 1960, l'Union soviétique et la Chine ont du mal à maintenir leur amitié communiste. Je trouve que t'es trop sympa avec les Occidentaux. Et moi je trouve que tes projets sont un peu trop ambitieux. Ton grand bond en avant ne m'a pas l'air super, je me retire de ton projet. Quoi? Mais j'ai besoin de ton aide. En 1961, l'Allemagne de l'Est construit son mur de Berlin. Et voilà, le mur de protection antifasciste est construit. Désormais les cerveaux ne pourront plus fuir en Allemagne de l'Ouest. Marre de leur pays des études pour qu'ils se fassent embaucher de l'autre côté. Pendant ce temps, les États-Unis sont toujours inquiets des agissements de Cuba. Ça m'énerve qu'un pays comme Cuba soit maintenant autonome. Il faut dire que les États-Unis ont de grands intérêts financiers en Amérique latine. En 1954, le Guatemala avait tenté une réforme agraire et devait se réapproprier des terres. Bon, excuse-moi, United Fruit Company, je sais que tu es une entreprise américaine, mais j'ai vraiment besoin de tes terres pour nourrir ma population. Non, elles sont à moi ces terres, j'en ai besoin pour produire des fruits pour les États-Unis. Bon ben, je suis désolé, mais je vais devoir t'exproprier alors. Heureusement,
Les États-Unis arrivèrent en héros et firent un coup d'État au Guatemala. Merci beaucoup, États-Unis, de m'avoir aidé. Y a pas de quoi, United Fruit Company. Désormais, j'ai fait installer une dictature militaire au Guatemala. Tu pourras librement utiliser tes terres pour te faire de l'argent. Bref, revenons en 1961. Les États-Unis tentent à nouveau de créer un coup d'État, à Cuba cette fois-ci. C'est le fameux débarquement de la baie des Cochons. Mais il échoue. Alors comme ça, tu as tenté de me faire un coup d'État. Moi? Non, c'est pas ce que tu crois, non. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais me rallier officiellement à l'Union soviétique. Salut, c'est chouette d'avoir un ami en Amérique. Les États-Unis lancent l'Alliance pour le Progrès, une union économique entre les différents pays d'Amérique latine. Pays d'Amérique, soyons amis, je vais vous aider à mieux réussir dans la vie. Évidemment, ce n'est qu'un stratagème pour isoler Cuba encore plus. La même année, le mouvement des non-alignés est fondé à Belgrade en Yougoslavie. Mes chers amis, on s'était déjà rencontrés en 1955 à Bandung, en Indonésie. Désormais, je suis heureux de vous annoncer que le mouvement des non-alignés est créé. Ouais, désormais on est officiellement des pays qui ne sont pas alignés. Les guerres froides, on s'en fout. Enfin, le 31 octobre, l'URSS fait exploser la Tsar Bomba. Bon ben voilà, j'ai fait exploser la bombe la plus puissante qui ait jamais existé. Ouais, mais c'est intéressant. C'est juste pour te dire qu'en gros, vaut mieux pas me chercher quoi. Entre temps, les Américains commencent à placer des missiles en Europe et en Turquie, mais aussi à mettre en place l'embargo à Cuba. Maintenant, Cuba, tu vas crever de faim. L'Union soviétique soutient Cuba et en profite pour y placer des militaires, puis des missiles. Les États-Unis découvrent la situation, c'est la crise des missiles de Cuba. Oula, mais c'est quoi ces missiles qui pointent sur mon territoire? Hahaha, ben c'est mon ami Cuba, j'en fais ce que je veux. La crise de Cuba est la plus importante crise de la guerre froide. Les deux pays ont véritablement failli s'attaquer. Des bateaux militaires américains et soviétiques voguaient dans les Antilles pendant le mois d'octobre 1962. Finalement, au bout de quelques jours, on trouve un arrangement. Bon, je retire mes missiles, mais tu retires ceux en Turquie et tu promets de ne jamais attaquer Cuba. Très bien, ça marche. Cuba, j'y touche pas. Et je retire mes missiles en Turquie. Quel imbécile, je comptais déjà les retirer ces missiles en Turquie en plus. Pour faire suite à cette crise beaucoup trop intense, le téléphone rouge est institué. Bon, désormais, dès qu'il y a un problème, on s'appelle. Ouais, j'aimerais éviter une guerre nucléaire quand même. La crise de Berlin se termine aussi avec la fin des revendications de l'Union soviétique sur Berlin-Ouest. Le 5 août 1963 est signé le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires. J'accepte de signer le traité. Il faut désormais qu'on arrête de toujours vouloir se faire la guerre. Alors que concrètement, on peut pas. La Chine populaire, quant à elle, se présente comme le seul véritable pays communiste. De toute façon, l'Union soviétique, c'est pas un vrai pays communiste. Voilà, la coexistence pacifique s'arrête à ce moment-là. Une fois la crise de Cuba terminée, une nouvelle période de la guerre froide s'ouvre, c'est la détente. Les deux puissances vont tenter de s'ouvrir l'une à l'autre. Mais ça, c'est une autre histoire.